Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk dans laquelle je reçois le docteur Koum Tian Siango. Il est docteur en sciences de gestion, diplômé de Sciences Po Rennes en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages, je ne vais en citer que deux, de l'apprentissage démocratique, une méthode de changement au Togo, paru aux éditions Les Trois Colonnes en 2019, et la décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo, paru aux éditions Aoudi, c'était en 2025. Bonjour, Monsieur Siango. Bonjour, Monsieur Kemayo. Et bienvenue chez nous. Pour compléter la présentation, je dirais que vous êtes également secrétaire exécutif de la fêtière des communes du Togo. Vous êtes aussi secrétaire technique de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Et vous êtes enfin coordonnateur du PAFC, le programme d'appui au financement des communes. Et c'est pour les deux titres qui viennent d'être cités que vous êtes là, je pense. Je vous remercie de me faire l'honneur de m'inviter et ce serait vraiment avec grand plaisir de parler du FACT et surtout du financement des collectivités territoriales. Jusqu'à présent, à quoi ressemblait le financement des communes au Togo? Parce que nous avons eu des élections municipales récemment, les maires vont bientôt être élus, les conseils municipaux vont se réunir pour ce faire, mais à quoi ressemblait le financement des communes? Comment fonctionnait-elle? Et qu'est-ce qui va changer? Merci encore une fois, Monsieur Kemayo. Et je dirais la question du financement relativement au fonds d'appui aux collectivités territoriales clairement pose la question de la décentralisation. De la décentralisation qui est aujourd'hui en mouvement. Dieu sait qu'on vient d'organiser, Monsieur le ministre vient d'organiser avec brio les élections municipales. Qui dit décentralisation dit, je dirais, démocratie locale. Tout à fait. Et il s'agit d'une vision. Il s'agit donc d'une politique publique pour améliorer les conditions de vie des populations. Et cette vision-là, c'est celle de son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, que je voudrais là saluer et rendre hommage, un vibrant hommage, parce que c'est une politique qu'il faut reconnaître qui n'est pas facile. C'est donner la voix au peuple, à la population à la base, la démocratie à la base. Tous les pouvoirs ne seront plus concentrés au niveau de la niveau présidence central. du Conseil. Oui. Donc il faut quand même rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, sans oublier aussi le ministre en charge de la décentralisation, le colonel Odabalo Awate, qui met en œuvre cette politique de décentralisation en même temps de déconcentration. Parce que habituellement, quand on parle de décentralisation, on oublie ce côté déconcentration. Alors, je voudrais à cet effet exprimer ma gratitude au ministre qui a effectivement mis en œuvre un certain nombre de changements. Alors, revenons à la question du FACT, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, qui est le mécanisme de financement en fait des collectivités territoriales. Il s'agit. Jusqu'à présent, on était dans la 4e République, on passe dans la 5e République. Dans la 5e République. Oui. Et effectivement, il faut quand même dire que la démocratie est beaucoup plus accentuée puisque nous sommes dans un régime parlementaire. Et là, la population sera quand même en droit de savoir, de questionner, de vouloir comprendre exactement le fonctionnement du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Et je vous remercie d'ailleurs de me faire l'honneur de m'inviter pour qu'on en parle. Alors, le FACT, c'est un mécanisme de financement qui, par décret numéro 2019-130/PR du 9 octobre 2019, permet le financement des collectivités territoriales et donc mobilise les ressources. La mission principale en fait du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, c'est mobiliser les ressources financières pour les répartir aux communes et aux régions aujourd'hui. Et ces répartitions-là, il faut des critères, en fait. Donc, il faut la définition des critères de répartition de ce fonds. C'est ce que fait la commission de gestion. Et en même temps, une fois que c'est réparti, il faut quand même voir les investissements qui sont faits, suivre, évaluer et ainsi mettre au cœur, je dirais, de la gestion communale, donc de la gestion publique, la dimension performance. Donc, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, depuis 2020, a été réparti aux communes de 2020 à 2025 et aujourd'hui aux régions cette année, en 2025, puisque les régions ont été opérationnalisées depuis 2024. Alors,
je pourrais vous donner les chiffres, mais j'espère qu'on en reviendra. Mais clairement, c'est pour aider, pour permettre non seulement le fonctionnement, les investissements, mais pour permettre une vie démocratique à la base, permettre que la population ait le nécessaire pour véritablement exprimer son vœu. Si vous permettez, docteur Siango, quelle était la situation des communes avant l'instauration du FACT? Comment fonctionnait-elle et quelle est la valeur ajoutée du FACT dans le fonctionnement des dites communes? Alors, le FACT, il faut quand même dire que il y avait ce qu'on appelait les délégations spéciales. Et il y avait, bien entendu, un financement de l'État, mais ce n'était pas le FACT. Depuis que le FACT a été mis en place, il faut quand même dire que aujourd'hui, il y a clairement une répartition des dotations qui permet non seulement de fonctionner, parce que les communes aujourd'hui sont autonomes. Parce que les délégations spéciales n'étaient pas autonomes. Il y a une autonomie qui est consacrée aujourd'hui aux communes et aux régions. Et cette autonomie-là leur permet clairement non seulement de voter, d'élaborer, de voter un budget, mais en même temps d'avoir des projets pour véritablement les implémenter. Et en ce moment, ils ont, les communes, les maires et les présidents de conseils régionaux, ils ont à rendre compte. Et pour rendre compte non seulement de ce qu'ils reçoivent, mais ils doivent aussi rendre compte de ce qu'ils font et de comment ils le font. Alors, le FACT aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est ça aussi la question. Commençons déjà par c'est-à-dire, si j'ai bien, pour résumer ce que vous avez expliqué, jusqu'à présent, il y avait les délégations spéciales, les maires étaient nommés, ils n'avaient aucune légitimité populaire, excepté celle que leur conférait le décret de nomination qui venait de la présidence de la République. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont élus par le peuple, ils doivent rendre compte au peuple. Oui. Voilà. Et donc, ainsi intervient le FACT. Ainsi intervient le FACT, et le FACT intervient de façon que ils ont à élaborer des budgets, ce qu'on appelle les budgets primitifs, et ensuite, s'il y a besoin des budgets supplémentaires, et en élaborant ces budgets, ils soumettent le budget au conseil municipal ou au conseil régional qui l'approuve, et dès lors que le budget est approuvé, il faut l'exécuter. Et l'exécution de ce budget aboutit à ce qu'on appelle un compte de gestion. Mais au-delà du compte de gestion, il y a ce qu'on appelle le compte administratif. Ce compte administratif va être bien entendu voté par le conseil municipal ou le conseil régional, ce qui permet de suivre. Mais il y a aussi à côté ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Et à partir de là, ils doivent rendre compte parce qu'ils ont été élus sur un projet, sur un programme. Et ce programme et ce projet-là, annuellement, doit être exécuté. Et c'est là que le FACT intervient dans non seulement l'élaboration, mais l'exécution en fait des projets, des budgets qu'ils mettent en œuvre. Donc, pour dire, le FACT, ce n'est pas seulement en fait un outil de financement, c'est un outil de développement. Et ne l'oublions pas, le développement des territoires, nous l'avons comme ministère aujourd'hui, et ce développement des territoires ne peut se faire à condition que les communes, les régions aient conscience de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Donc, aujourd'hui, le FACT, depuis 2020, on a commencé avec 2,6 milliards, le FACT. C'était le début. En francs CFA. En francs CFA. Oui. En 2020. En 2021, nous sommes passés de 2 milliards à 6 milliards. Plus de 137% en fait d'augmentation. Et aujourd'hui, le FACT commune totalise près de 41 milliards. On nous dira que ce n'est pas suffisant. Néanmoins, il faut reconnaître que d'année en année, il y a une augmentation progressive. Et ça, c'est une démonstration que l'État a une volonté assez claire, assez manifeste de faire en sorte que le financement des collectivités territoriales soit non seulement une priorité, mais que ça permette véritablement qu'on fasse une politique qui soit une politique en fait de développement accentué, accéléré. Les régions cette année, puisque c'est leur début, le premier exercice, c'est 4 milliards. Donc si nous prenons en fait la totalité des dotations qui ont été transférées aux communes aujourd'hui, on va dans les 45 milliards. D'accord. Je voudrais qu'on résume à nouveau pour que nos téléspectateurs ne perdent pas le fil des explications. Vous avez parlé tout à l'heure de déconcentration et de décentralisation. La déconcentration, je suppose que c'est pour les régions, et la décentralisation, c'est pour les communes. Alors, la déconcentration et la décentralisation, c'est un couple.
Oui. La déconcentration, ce sont les services en fait de l'État qui sont en fait installés en région. Quand je prends les ministères, je prends le cadre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation de la chefferie coutumière. Oui. Oui. Alors, au niveau en fait des régions, nous avons les gouverneurs, qui sont les gouverneurs et les préfets, c'est la partie déconcentrée. D'accord. Et les maires et les présidents de conseils régionaux, c'est la partie décentralisée. Très bien. Donc, si nous en venons au ministère de la Santé, par exemple, le directeur régional de la Santé, c'est la déconcentration. La déconcentration. Le directeur régional de l'éducation, c'est la déconcentration. D'accord. Et les conseils régionaux sont composés de conseillers régionaux, tandis que les conseillers municipaux sont composés de conseillers municipaux. Donc le maire, l'adjoint au maire, c'est ce qu'on appelle le conseil et l'exécutif communal, oui. Pendant qu'on a le conseil municipal qui est composé de l'ensemble des conseils municipaux. Donc la mairie, le conseil régional, ça constitue ce qu'on appelle en fait les acteurs décentralisés, okay. Pendant que le préfet, le préfet et le gouverneur, c'est la partie, les acteurs déconcentrés. D'accord. Voilà. Donc maintenant, parlons de l'argent. Parce que quand on élit le président, qu'il constitue son gouvernement, on sait qu'il a un budget qui est voté à l'Assemblée nationale et qui est mis à sa disposition. Quand on élit un maire, comment est-ce qu'il constitue son budget et quelle est la part du FACT dans le financement de ce budget? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons l'élection des maires la semaine prochaine. Quand le maire va arriver avec son exécutif communal, il se doit d'élaborer le budget de la commune. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de l'élaboration budgétaire. Et au mois de janvier, en principe, le conseil municipal, le maire devrait avoir son budget. Alors, c'est maintenant, je dirais, c'est au mois d'octobre-novembre qu'on commence l'élaboration du budget. Donc le maire, quand il arrive avec son conseil municipal, il s'appuie d'abord sur son comptable et le receveur pour, bien entendu, élaborer techniquement le budget. Donc rassembler les besoins, les projets, voir quel coût, et ensuite faire, dans la nomenclature budgétaire, la partie fonctionnement et la partie investissement. À partir de là, dès lors qu'on a un draft de budget qui est élaboré, il faudra soumettre ce budget-là à l'approbation du conseil municipal. Et cela se fait en public ou ça se fait à huis clos? Non, ça se fait en public, en fait. Il y a déjà les débats d'orientation budgétaire où il faudra aller consulter les uns et les autres. Et en public, le jour où le budget sera voté, ce budget-là, il y a les associations, il y a le public, il y a les chefs coutumiers qui sont invités, qui sont conviés parce qu'ils font partie, bien entendu, du territoire municipal. Une fois que c'est voté, il revient au maire de soumettre en fait ce budget au contrôle de légalité du préfet. Une fois que le préfet contrôle, on envoie au ministère de l'administration territoriale pour validation du budget. En principe, au premier trimestre de l'année, ce budget devrait être validé par le ministère de l'administration territoriale. Pourquoi est-ce qu'il valide? Parce que... S'il y a décentralisation et que l'élu a toute la légitimité pour gérer son budget, pourquoi il le fait valider par le préfet? Non, il y a l'autonomie de gestion, c'est vrai, mais il y a l'unicité des comptes. Parce que le maire, en fait, tout comme la commune, fait partie, bien entendu, le compte ou les ressources d'une mairie, clairement, c'est des ressources publiques. Tout à fait. De l'État. Oui. Donc, si par exemple, le maire s'engage sur des dépenses exorbitantes, ça a un coût. Et c'est l'État, après tout,
qui en a la charge. Donc, le maire doit pouvoir soumettre ce budget à l'État pour que l'État valide, pour voir clairement s'il y a régularité et qu'il y a la légalité. Parce que si on constate un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout de nature à être acceptées, on retoque pour la reprise. Donc, il faut admettre que une fois que le budget est validé, et c'est là le FACT, il faut quand même dire qu'à notre niveau, au niveau du FACT, le FACT a une procédure pour la répartition des dotations. Et cette procédure ne permettait pas que la répartition se fasse à temps. Aujourd'hui, nous essayons de corriger, puisque l'année dernière, c'est en avril que nous avons pu en fait faire la répartition des dotations. Or, dans l'élaboration du budget d'une commune, c'est déjà un peu tard. Oui. Donc, l'objectif, à partir de maintenant, c'est que nous puissions faire la répartition des dotations au mois de novembre pour que les communes puissent les intégrer dans leur budget communaux, ou les régions aussi. Donc, clairement, la part du budget, en fait, ça dépend. Les communes qui ont, quand je prends une commune qui n'a pas, je dirais, des recettes d'ordre fiscal assez importantes, là, il faut dire que ça a une part importante dans le budget. Puisque aujourd'hui, dans la répartition des dotations, nous savons que des communes reçoivent au niveau, par exemple, du Grand Lomé, cette part n'est pas importante. Mais si on va à l'intérieur dans les zones rurales, c'est une part, je dirais, très très importante. On pourrait même dire les 40-50% en fait du budget. Donc c'est en fonction des communes. Donc vous me rassurez sur le fait que si un maire, par exemple, qui est élu, appartient à une majorité qui n'est pas celle du président du conseil, il ne sera pas bridé dans le fonctionnement de sa commune parce qu'on ne veut pas lui donner les moyens de travailler. Alors, nous sommes en démocratie locale. Et le maire, l'exécutif communal est composé bien entendu de tous les bords. Et dans le fonctionnement du conseil municipal, le budget est discuté par l'ensemble en fait du conseil municipal. Donc, que vous soyez de tel bord ou de tel autre bord, vous avez force à exprimer, bien entendu, les projets que vous souhaiteriez voir financés et les besoins des populations, puisque vous représentez en fait une frange de la population au niveau local. Donc, il n'y a pas du tout en fait de musellement, et le développement, c'est le développement de l'ensemble en fait de la commune ou de l'ensemble de la région. Donc, il n'y a pas un élu qui soit mis de côté. Il n'y a pas la prime à la fidélité politique ou à l'appartenance non, pas du tout. À la même formation politique. Attention, oui. Il y a quand même une chose à ne pas négliger, parce que quand vous faites des sessions, il y a les indemnités de session et tous les conseils municipaux ont droit aux indemnités de session. Il n'y a pas de part pour ceux qui font partie de tel parti ou de tel autre parti. Donc, vous êtes logés à la même enseigne et la démocratie locale fonctionne. Comment est-ce que, sur le plan de la robustesse, on s'assure de ce que l'argent qui est donné est effectivement bien utilisé? Parce que je sais que vous avez fait une mission d'évaluation des financements auxquels vous avez procédé précédemment. Comment est-ce qu'on sélectionne et qu'on s'assure que les choses sont bien faites? Vous touchez du doigt un point assez important, et c'est l'une des missions en fait du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, c'est de faire le suivi en fait des dotations. Et là, aujourd'hui, il y a une mission en fait du secrétariat technique FACT qui est dans les communes, et il faut quand même dire que chaque année, nous donnons en fait l'impérieux devoir d'aller dans chaque commune pour voir en fait l'argent qui est donné, qu'est-ce qu'on en a fait avec. Et là, aujourd'hui, cette mission se donne pour, je dirais, objectif d'aller et de regarder ce qui est fait sur la base des dotations. Il faut aller regarder en fait les infrastructures qui sont, par exemple, réalisées. Donc, aller sur le terrain, voir concrètement, prendre des photos, voir le niveau d'exécution et le niveau aussi de décaissement, parce qu'on examine en fait tous les documents,
toutes les procédures de passation de marché, mais en même temps, on va vers la population pour questionner en fait les citoyens et voir quel est leur niveau de satisfaction. Donc, nous allons chaque année, parce que c'est chaque année que les dotations se font, et après qu'il y a répartition en fait des dotations, l'équipe du secrétariat technique a obligation d'aller dans chaque commune, dans chaque région demain, pour aller demander déjà où sont les investissements qui ont été réalisés, où sont les infrastructures s'il y a eu des constructions, et l'équipe se déplace sur le terrain pour aller constater et revenir également demander toute la documentation sur tout ce qui concerne en fait la commande publique, vérifier s'il y a une régularité et surtout si l'argent qui a été donné a été bien dépensé, si les organes de passation de marché dans les communes en fait fonctionnent et n'ont pas d'entrave, et surtout demander si la population est informée, parce qu'une chose est d'aller construire un CMS, un centre médico-social quelque part, l'autre chose est l'avis en fait de la population. Donc on va vers la population, on pose des questions de satisfaction, mais aussi d'implication, pour savoir s'ils ont été impliqués dans la réalisation du projet et s'ils en sont satisfaits. Donc il y a un suivi, ce que nous appelons en fait l'émission de suivi et évaluation, qui est aujourd'hui en cours. Les critères de performance, parce que je pense que c'est de cela dont nous parlons, est-ce que ces critères sont définis en amont, c'est-à-dire au moment d'accorder les financements, de sorte qu'au moment de l'évaluation, les élus locaux ne sont pas surpris d'être mal notés ou d'être moyennement notés? C'est une méthodologie et je suis d'accord avec vous, parce que quand on est dans la performance, il faut, si on veut vous évaluer, savoir sur quoi on va être évalué avant de pouvoir s'apprêter. Mais vous savez, quand vous êtes maire et que vous avez l'argent de l'État, il vous revient de comprendre que la bonne gestion constitue le baromètre. Bien gérer, c'est quoi? D'abord, pour élaborer un budget, il faut pouvoir organiser les sessions. Il y a 4 sessions par an. Et c'est la loi qui l'impose. La loi l'impose pour la simple raison que ça vous met dans un cadre. Si vous faites l'année que vous n'organisez pas les 4 sessions, ça veut dire déjà vous êtes dans la mauvaise gestion. On n'a pas besoin de vous dire que vous devez faire ça, puisque la loi l'impose. Donc à partir de là, les critères de performance, il y a plusieurs en fait dimensions dans la performance. Et si nous sommes en fait dans l'exégèse de la conceptualisation de la performance, on peut dire que la performance pour l'économiste, c'est le coût, un coût compétitif. Si c'est pour l'ingénieur, il va te dire la qualité d'une infrastructure. Si c'est pour le politique, il va dire l'impact. Quel impact? Alors, ce que nous faisons... Notamment impact socio-économique. L'impact socio-économique. Oui. Alors, pour le FACT, au niveau du FACT, tous ces éléments-là concourent à la performance. Nous évaluons non seulement les coûts qui sont donnés, les suivis et évaluations, là, c'est dans ce sens. Si on vous donne l'argent et qu'on vous demande, et vous dites que vous allez construire en fait un établissement, je dirais une salle de classe, il y a la mercuriale des prix. Si vous dépensez plus, on le saura. Donc, pour revenir aux critères de performance, c'est quoi les critères de performance? Et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Oda Ballo, qui a à son actif d'avoir opérationnalisé la dotation de performance. On a commencé en 2024 avec la dotation de performance avec 2% des dotations. Oui. Et aujourd'hui, c'est parti à 3%. Ça veut dire quoi la dotation de performance? Ça veut dire que si l'an dernier, par exemple, on vous a donné 100 francs CFA, que vous les avez bien gérés, vous obtenez un peu plus, vous obtenez 300 francs? Oui, parce que cette année, en fait, on fait monter, on fait progresser cette dotation. Si vous aviez en fait 3% de la dotation globale, 2% en 2024, cette année c'est à 3%. Ça veut dire que c'est plus. Or, ces critères de performance sont lesquels? Nous avons tablé au début en 2024 sur 2 éléments de gouvernance. Je parlais des sessions. Si vous avez fait les 4 sessions, oui. Est-ce que vous avez élaboré un PDC? Vous avez élaboré le plan de développement communal.
Voilà les deux éléments. Et ensuite, nous sommes venus à la dimension gestion financière. Est-ce que l'argent que le FACT vous a donné, vous les avez consommés? Est-ce que vous élaborez votre budget à temps? Est-ce que vous exécutez votre budget correctement? Est-ce qu'il y a transparence dans la Est-ce prestation des marchés? Il y a transparence? Est-ce que vous mobilisez des ressources? Donc, il y avait bien entendu ces 5 critères-là. Le PDC, le plan de développement communal élaboré, les sessions tenues et maintenant le FACT, la consommation du FACT, l'élaboration du budget, mais aussi le budget, la consommation du budget. Cette année également, on est resté sur les mêmes critères, mais on a ajouté un critère qui est les réunions, la tenue des comités de trésorerie. Le comité de trésorerie, c'est ce comité-là qui réunit la commune et le ministère de l'économie et des finances. Parce que vous pouvez vouloir dépenser, mettre en œuvre, je dirais, à exécution un projet, mais si vous n'avez pas l'argent. Or, qui tient la caisse? C'est le ministère de l'économie et des finances. Donc, il faut sans cesse, tous les mois, se retrouver ensemble pour voir quelle est votre trésorerie pour pouvoir dépenser. Donc, on a, sur la base de ces critères, il faut dire simplement que votre question a tout son sens. De les informer sur les critères sur lesquels ils seront évalués à l'avance. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est dans le cadre de la loi. Puisque la loi vous demande en fait d'élaborer un PDC, la loi vous impose également de tenir des sessions, la loi vous impose de tenir en fait des comités de trésorerie et on vous demande d'élaborer en fait votre budget dans un calendrier bien précis. Donc, la bonne gestion, c'est aussi le respect du cadre qui est posé et il revient au secrétariat technique de voir si les communes, les régions sont dans ce cadre-là parce que les finances, ça va toujours avec la loi. Vous êtes un partenaire à la fois financier et technique et je suppose que quand vous intervenez, c'est avec ces deux casquettes-là, c'est-à-dire que partenaire technique, vous conseillez, vous accompagnez, partenaire financier, vous apportez du cash ou vous facilitez l'obtention du cash, mais cela se fait sur la base d'un contrat, je suppose, qui engage les différentes parties à savoir quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs aussi. Alors, vous posez une question intéressante. Est-ce qu'il y a un contrat entre le secrétariat technique et les communes ou les régions? Non, il n'y a pas de contrat, d'autant que nous sommes en fait un organe déconcentré de l'État et nous sommes mis en place pour cette mission. Maintenant, il serait intéressant d'aller plus loin pour peut-être penser à une contractualisation parce que ailleurs ça se fait. Au Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle les contrats plans. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à ça? C'est une bonne question. Néanmoins, je pense que ce qui est important, nous aujourd'hui, nous amenons les communes, les régions à être dans le respect de la loi et à suivre tout ce qui est prescription au niveau en fait de la gestion orthodoxe et transparente et ça permettra que quand il sera mis en place en fait un contrat, le contrat ne viendrait que leur permettre de mieux faire, bien entendu, d'être toujours dans le respect de la loi. Néanmoins, ce que je voulais souligner, c'est que au niveau du FACT, notre contrat aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation plus importante en fait des ressources. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons en fait un partenaire, la KfW, qui met en place... La coopération allemande. Bien entendu, la coopération allemande, qui met en place, je dirais, un financement grâce au secrétariat technique, grâce au FACT, et ce financement-là avec des critères totalement différents qui permettraient, bien entendu, aux maires d'être toujours dans cette logique de performance. Pour revenir sur quelque chose concernant les engagements, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a une certaine forme de continuité dans les mandats? Vu qu'on est dans la 5e République, ce n'est plus la 4e, est-ce qu'il y a continuité, comme on le fait en politique en disant que l'État s'engage, donc quel que soit l'élu qui arrive, il y aura une continuité. Au niveau des équipes communales, est-ce que cette continuité vaut également? Bon, au niveau des communes, il faut attendre la semaine prochaine pour voir quels sont les exécutifs qui vont être mis en place. Néanmoins,
il faut dire que les politiques, puisque c'est en fonction aussi en fait de l'exécutif communal qui va arriver, si nous partons du constat que les exécutifs communaux à majorité étaient de unir, oui. Aujourd'hui on sait qu'à majorité ils seront de unir. La grande majorité en fait des exécutifs communaux seront de unir. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rupture en soi. Maintenant, il y a une autre dimension, puisque je parlais tantôt en fait du plan de développement communal. Une commune doit élaborer son plan de développement communal. Toutes les communes qui ont d'ores et déjà élaboré ce plan de développement communal, il faut quand même se poser la question, quelle est la méthodologie d'élaboration d'un PDC? Cette méthodologie, il faut d'abord un diagnostic. Du diagnostic, on parvient effectivement à voir quel doit être l'agenda futur, quelle va être la vision et quels sont les projets structurants qui vont être mis en place durant 5 ans. Puisque le PDC dure 5 ans. Si vous venez à peine d'élaborer en fait votre plan de développement communal, le maire qui va arriver ne va pas recommencer un diagnostic. Ce qui veut dire qu'il y a une continuité dans cette logique. Et donc, il y a aussi une équipe technique qui est là. Il y a le secrétaire général, il y a le comptable, il y a tout ce qui est le staff administratif doit pouvoir être la mémoire et permettre de savoir concrètement quels sont les objectifs, les missions que s'est fixé en fait la commune pour une continuité ou une rupture. Mais dès lors que vous avez un plan de développement communal qui a été élaboré, ça suppose que vous devez être dans cette logique-là parce que l'objectif, c'est le développement du territoire. D'accord. Parlons maintenant de compétences. Est-ce qu'on peut, vu que les villes arrivent à faire des jumelages, à signer par exemple des jumelages avec des villes européennes, avec d'autres villes africaines ou des villes d'autres continents, est-ce que cela leur donne la compétence sur le plan international d'aller également mobiliser des financements à l'échelle extérieure? Vous touchez du doigt en fait un pont de mobilisation des ressources qui n'est pas négligeable, c'est la coopération décentralisée. Une commune, d'abord moi je voudrais quand même que nous n'oublions pas une coopération qui est souvent mise à côté, c'est la coopération sud-sud. Oui. Alors, le Togo est juste limitrophe du Bénin, du Burkina, du Ghana. Et je sais que les collectivités territoriales de ces pays environnants ont des choses à nous apprendre. Je sais aussi qu'au Cameroun, ils ont des expériences. C'est dire qu'en allant vers ces pays environnants, il faut d'abord savoir bien gérer ce qu'on a pour vouloir avoir plus. Parce que si on gère bien ce qu'on a, on est sûr qu'on va répondre en partie aux besoins de la population. Je souligne ce point parce que quand on parle de coopération décentralisée, on voit toujours en fait la étendue des communes du sud vers les communes du nord, oui. Comme si ces communes-là avaient aujourd'hui encore quelque chose à nous donner. Ils ont aussi des difficultés financières. Et Dieu sait que là-bas, la conjoncture qui nous frappe ici les frappe aussi. Donc, les bonnes pratiques permettent déjà une bonne gestion, plus que d'attendre que d'autres viennent nous donner de l'argent. Mais je suis d'accord avec vous que la coopération décentralisée, c'est une source de financement, d'autant que ça permet à des communes, bien entendu, de pouvoir, entre elles, une commune du Togo, avec une autre commune d'un autre pays, de se mettre ensemble pour financer des projets ou partager des pratiques ou se dire dans tel domaine, je vous donne ce que j'ai, dans tel domaine, vous me donnez ce que j'ai. C'est le win-win. Donc, la coopération décentralisée est une source, mais je voudrais aussi souligner une autre source en fait de financement, c'est comment, au niveau local, on trouve un potentiel ou des potentialités économiques. Donc, il revient à chaque commune de par, je dirais, son territoire, ce que recèle son territoire, de faire une cartographie de ces potentialités, de voir comment les valoriser, les viabiliser et faire appel aux investisseurs. Et à partir de là, on pourra permettre que son territoire soit gagné par des investisseurs, donc
c'est comment on fait le marketing territorial. Et c'est ça l'intérêt. Donc il revient à chaque commune de pouvoir vendre son territoire, de permettre que ce territoire soit apprécié et que ce territoire connaisse l'investissement du secteur privé. Et comment on fait quand les communes n'ont pas beaucoup d'argent, mais qu'elles souhaitent par exemple créer des centrales d'achat ou des centrales de mobilisation pour que les coûts ne leur reviennent pas trop cher. J'imagine par exemple, vous êtes une commune, vous voulez acheter des imprimantes ou d'autres outils de travail. Plutôt que d'acheter pour une petite commune qui va prendre 2%, vous vous mettez à 5 ou à 10 pour minimiser les coûts et optimiser la qualité des achats effectués. Est-ce que vous les accompagnez par exemple dans ce type de démarche? Il faut dire que aujourd'hui, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore allés sur ce terrain. Néanmoins, ce que vous évoquez, c'est la dimension intercommunalité. Si deux communes de la même préfecture se mettent ensemble, et parce qu'elles ont des besoins similaires, et qu'elles se retrouvent et peuvent acheter ensemble un certain nombre de marchandises, ça réduirait les coûts. Mais en même temps, ça peut être des communes qui ne sont pas de la même préfecture, qui ne peuvent pas être dans l'intercommunalité, mais des communes, plusieurs communes qui se retrouvent dans un besoin et se disent comment ensemble nous nous rassemblons pour en fait réduire les coûts. C'est ce qu'on peut dire, ça, il peut faire une entente, il peut avoir un contrat, il peut avoir une convention entre elles, ceci leur permettant en fait de se retrouver ensemble. Donc il y a au niveau de la loi en fait ce qu'on appelle l'intercommunalité, qui permet aux communes de se retrouver ensemble sur la base des projets, ce qui peut être considéré comme l'intercommunalité de projet ou de gestion, et à partir de là, elles se retrouvent à minimiser les coûts, à travailler ensemble sur des projets, à investir ensemble dans un domaine et ou à mettre en place un outil commun qui leur soit utile. Donc c'est une possibilité, il faut encore aller plus loin et c'est là, je pense que notre devoir en fait dans les années à venir, c'est de voir comment le secrétariat technique peut être dans une dynamique d'accompagnement technique et dans ce sens, avec le financement des Allemands, nous mettons en place parce que les communes ont une difficulté aujourd'hui dans les procédures de passation de marché, dans les investissements. On voit très bien que même s'ils ont l'argent, la consommation, en fait, l'absorption, en fait, de ces fonds-là, ça pose problème. Donc nous avons mis en place sur cette base-là, avec le PAFC, le programme d'appui au financement des communes, on a mis en place en fait ce qu'on appelle les CRAMO, les cellules régionales d'appui à la maîtrise d'ouvrage. Et à partir de là, il y a une CRAMO à Kara qui couvre les régions Kara et centrale et une CRAMO à Tapamé qui couvre en fait la région des plateaux. Et à partir de là, il y a des ingénieurs génie civil qui accompagnent les collectivités territoriales dans le domaine spécifique de la maîtrise d'ouvrage. Donc, nous avons commencé dans un domaine, ça peut se poursuivre dans d'autres domaines. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas développées dans l'accompagnement que le FACT apporte aux élus locaux Oui, aujourd'hui, ce qui est important pour les communes et que je voudrais souligner, c'est que nous faisons l'effort au niveau du secrétariat technique FACT et particulièrement au niveau de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, de faciliter les communes dans l'élaboration de leur budget en faisant en sorte que la répartition des dotations intervienne plus tôt. On devra essayer cette année de faire la répartition des dotations en fin d'année pour permettre qu'ils puissent l'inscrire plus facilement dans leur budget. C'est pour faciliter les communes dans la gestion, les communes mais aussi les régions dans la gestion de leur territoire, mais il revient aussi que nous, dans le suivi et évaluation, que les communes et les régions facilitent en fait les équipes qui sont sur les territoires, non seulement les équipes du secrétariat technique FACT, mais aussi les équipes du ministère de l'économie et des finances qui viennent pour contrôler, pour suivre, pour, je dirais, voir ce qui n'est pas bien, voir les écarts et pouvoir les corriger. Donc, nous sollicitons là les nouveaux maires qui vont arriver d'être dans une coopération, dans une collaboration, je dirais, dynamique pour permettre que dans les financements que nous mettons à leur disposition, que ce soit des financements au service de la population. D'accord.
Donc, je comprends que vous êtes vraiment un outil d'intervention, une boîte à outils pour les mairies qui vont bientôt prendre leur envol et que vous leur lancez un appel, vous êtes à leur disposition pour les accompagner. Effectivement. Merci d'être venu, docteur Koumtian Siangou. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de gestion et que vous êtes aujourd'hui secrétaire technique de la commission de gestion du Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, cher Loïc et Malik. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Restez en compagnie des programmes de New World Economic. À très bientôt.